Monsieur, je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous. Depuis des années, je me propose de faire votre connaissance, mettant à profit pour cela le court séjour que je fais en Bretagne chaque année. Je demeure d'ordinaire à Paris, où je dirige la revue Littérature, qui, je pense, ne vous déplairait pas si nous étions du même âge. J'ai la plus profonde admiration pour votre attitude littéraire, et si, comme je le crois, vous êtes capable d'entendre ce compliment sans amertume, je vous tiens, ainsi que mes amis, pour l'homme envers qui votre temps a été le plus injuste. Comme tel, vous êtes celui à qui nous portons le plus de respect et d'affection. Si l'idée n'en était pas non plus pour vous déplaire, je vous avouerai que mon intention est d'écrire sur vous le premier article de réparation, lequel trouverait place dans le second volume de mon livre, Les Pas perdus, qui va paraître à la Nouvelle Revue Française. Mais que ceci ne vous dissuade pas de me faire accueil. J'aimerais parler longuement avec vous, et avec le plus d'abandon possible, un peu comme si vous ne deviez plus me revoir, et comme si nous nous étions rencontrés par hasard. Faites-moi cet honneur et ce plaisir, monsieur. Je connais votre visage. Je ne me défie pas de votre humeur. Je crois que le plus grand privilège des poètes est de se reconnaître toujours. Si l'espoir que je place dans notre rencontre est déçu, je n'en accuserai que moi. J'oublie de vous dire que j'ai 27 ans et que ma femme, qui vous admire comme moi, demande à m'accompagner. Nous sommes à Lorient jusqu'au 10 septembre. Si vous voulez bien accepter de nous recevoir 1 heure ou 2, je vous serai très reconnaissant de me dire quel jour vous pouvez vous trouver à Camaret et quel itinéraire il nous faut suivre de préférence. Est-ce par Châteaulin ou par Brest, en voiture ou en bateau? Enfin, je n'ai pas votre adresse exacte, et ma lettre vous parviendra-t-elle? J'espère, monsieur, que ma démarche ne vous semblera pas trop intempestive. Veuillez croire, je vous prie, à mon grand désir de ne pas vous être désagréable. André Breton, 24 rue Amiral Courbet, Lorient, Morbihan. André Breton se proposait donc, il y a plus de 50 ans, d'écrire le premier article de réparation sur Saint-Paul-Roux. Or, nous en sommes aujourd'hui presque au même point. La meilleure preuve, c'est que cette émission est la première qui soit consacrée à Saint-Paul-Roux. Pourtant, les hommages n'ont pas manqué, celui des surréalistes d'abord, dans les Nouvelles littéraires en mai 1925. On y trouvait les signatures de Breton, d'Éluard, d'Aragon, mais aussi de Robert Desnos, de Benjamin Perret, de Roger Vitrac, de Michel Léris et de quelques autres. Il faut rappeler encore la plaquette d'Aragon, Saint-Paul-Roux ou l'Espoir, publiée pendant la guerre, juste après la mort de Saint-Paul-Roux. Puis André-Pierre de Mandiargue a écrit un article. Enfin, Alain Jouffroy, en 1966, nous a présenté Saint-Paul-Roux comme le premier grand baroque moderne. En fait, Saint-Paul-Roux n'a pas cessé d'être lu, en particulier par les poètes, et cependant, il restait dans une demi-obscurité. C'est un peu comme si chaque génération devait le redécouvrir pour son propre compte. Nous avons ainsi un Saint-Paul-Roux symboliste, un Saint-Paul-Roux surréaliste ou précurseur du surréalisme, et enfin un Saint-Paul-Roux baroque. Mais on peut se demander si le temps n'est pas venu de le lire en dehors des catégories esthétiques pour mieux comprendre la recherche profondément solitaire qui fut la sienne. À l'écoute de sa propre solitude, mais aussi des éléments naturels et de la voix de l'imagination. Et à ce propos, la visite d'André Breton n'est pas restée sans conséquence. Les surréalistes ont invité Saint-Paul-Roux à Paris en 1925 et il a prononcé devant un groupe d'étudiants une conférence sur l'imagination intitulée « Le trésor de l'homme », au cours de laquelle l'imagination est une sorte d'allégorie qui prend soudain la parole. Qui donc es-tu? Et la belle, au cerveau dormant depuis peut-être le commencement du monde, s'éveille en fleurs qui s'ouvrent et répond: ton imagination. Annonciatrice de la beauté, je ne la crée point directement, mais je l'indique à ce bon démon, le génie, rare et voisin, que j'illumine et déclenche en dépit de la récusation qui me poursuit.
le génie n'en triomphe pas moins, mais il eût triomphé davantage par ma totale opération, par une native aurore aux œufs de soleil. On me confina donc au logis sous une étiquette de folie, parce qu'il fallait un motif, et j'entrai fatalement en léthargie au centre même de mon action. Ce long sommeil n'est que du temps perdu, les soleils n'y pouvant être couvés. Quand même j'opère, par à-coups, médium à la merci de mes geôliers, docteurs, pontifes, politiciens. Mon libre éveil enrichirait la terre, car s'il est douteux, d'après un philosophe, que tous les hommes aient naturellement du génie, il est manifeste que tous les hommes, peu ou prou, possèdent, recèlent de l'imagination. On m'a banni en l'honneur de la raison, roi de sagesse, qui n'est pourtant, j'ose le dire, qu'un refroidissement de mon ardeur, qu'un assagissement de ma présumée folie. L'ode s'apaise en méthode. Si je produis le chef-d'œuvre à chaud, la raison réalise le chef-d'œuvre à froid. Comme il y a des chefs-d'œuvre en arrière, il y a des chefs-d'œuvre en avant. La raison, c'est moi vu de dos. En gésine d'idées de devant la tête, je ne fais pas l'affaire des attardés aux idées de derrière la tête. Ils sont d'hier, moi de demain. Ils ont des pattes, j'ai des ailes. Ils sont d'un monde suranné, j'en suggère un tout neuf. Anticipatrice, j'offre aux hommes le pain avant qu'il ait germé. Je suis la moisson avant les semailles. Néanmoins les peuples m'utilisent, et cette raison vénérable, je la suis avant elle, mais joviale, quelquefois, dès lors d'abstraite, me voilà concrète, de chimérique, utile. Les prêtres et les docteurs me captent et me canalisent, me régularisant en dogmes et en systèmes, me plasticisant en école et temple. Les dieux descendent de moi, conjointement aux cathédrales qui montent de moi. La religion et l'art, c'est moi d'abord, un moi ardent, qu'on n'en glace pas moins dans la suite pour le besoin des tranquilles humains. Les autres finissent. Moi, je commence. Étincelle, graine, source, principe. Intelligence de l'instinct, génie qui ne s'est pas donné peine de naître, je suis la force native, la plus proche des mystères et la première chez l'homme. Donc, divine en soi, force qui, par le moyen des images, grignote Dieu, ce grand joujou des philosophes. André-Pierre de Mandiargue, vous avez dit et écrit à plusieurs reprises votre admiration, je devrais plutôt dire votre passion, pour Saint-Paul Roux. Alors le motif de cette passion, est-ce que c'est la prolongation du courant baroque que vous aimez tant ? Est-ce que c'est le côté solaire de l'œuvre de Saint-Paul Roux que vous avez d'ailleurs souligné ? Est-ce que c'est un autre motif encore ? Il y a de tout ça un peu, bien entendu, mais il me semble qu'il me faudrait faire un acte de reconnaissance aux surréalistes d'abord. Parce que pour moi, comme pour beaucoup d'autres écrivains, je crois, la découverte de Saint-Paul Roux est due au grand intérêt porté à lui par André Breton et par les surréalistes. Ce qu'on n'a pas raconté, c'est la tête que faisait le magnifique Saint-Paul Roux là-dedans. Car Saint-Paul Roux se distinguait totalement des surréalistes parce que toute son œuvre est marquée par un énorme amour pour la France. Ça n'est pas un amour patriotique, je ne crois pas que le concept de patrie intervienne beaucoup dans l'œuvre de Saint-Paul Roux, mais Saint-Paul Roux avait conscience d'être français. Il parlait de la Bretagne comme de sa patrie, alors que ça n'était nullement sa patrie, puisqu'il était marseillais d'origine. Il s'appelait Roux. En réalité, Roux est un nom tout à fait marseillais, et il avait transfiguré ce nom de Roux par l'adjonction
des 2 syllabes Saint-Paul. Le grand poète exigeait que son nom fait de 3 syllabes, que ces 3 syllabes fussent liées à l'autre, chacune par ce trait d'union. On a le droit d'insister un peu sur ce nom de Saint-Paul-Roux qui s'est créé, parce que ce nom le peint d'une façon admirable. En effet. Saint-Paul-Roux, il semble voir déjà, comme dans un miroir, ce visage splendide. Nous, les poètes, en général, sont beaux. André Breton, Éluard, Aragon, Ezra Pound, je m'excuse un peu des voisinages qui choqueront quelques-uns, ont tous été des hommes d'une beauté physique éclatante. Saint-Paul-Roux était presque le plus éclatant de tous. Peut-être à cause de cette influence solaire sur laquelle il s'est tellement étendu dans son œuvre, un petit peu à la manière de Rimbaud, presque plus que Rimbaud, il était vrai fils du soleil. Oui, son nom le peint, vous avez tout à fait raison. Je me demande s'il est surréaliste. Bien sûr, ils avaient lu son œuvre et ils l'admiraient profondément. Mais je me demande si Saint-Paul-Roux n'était pas pour eux aussi une sorte d'archétype du poète, une espèce d'ancêtre solitaire qui représentait le poète avec un P majuscule. Breton, Aragon et Éluard l'avaient certainement lu et très bien lu. Il l'avait d'autant mieux lu que Saint-Paul-Roux était alors un grand poète obscur, enfoui dans une sorte de nuit, ce qui, pour un génie aussi solaire que le sien, était une sorte de paroxysme indignant. Et la raison de cette émission à laquelle nous avons le plaisir de collaborer est que nous ne sommes pas arrivés à faire sortir Saint-Paul-Roux de cette sorte de nuit. Ce n'est pas de malédiction qu'il s'agit, mais dans le fait de cette magnificence, il y a une sorte de hauteur, d'orgueil qui choque un peu nos compatriotes, je le crains. Car aujourd'hui, on aime la poésie. Et des grands poètes du passé, je n'en connais aucun qui soit si peu lu que Saint-Paul-Roux. Malgré sa fin, Saint-Paul-Roux a eu la fin que tout poète devrait souhaiter. Il a eu le bonheur d'être en quelque sorte assassiné. Il a eu le bonheur d'être assassiné, non pas physiquement lui-même, mais dans son âme, plus que dans sa chair, mais Saint-Paul-Roux, blessé dans son orgueil, dans son affection paternelle, plus encore que dans sa chair, est mort à l'hôpital, mais il est mort assassiné. Sinon, ce splendide vieillard avait tout pour ne jamais mourir, et s'il n'avait pas été assassiné, il vivrait probablement encore aujourd'hui, plus que centenaire, et il serait encore moins lu. Pourtant, vous-même, vous avez fait beaucoup, André-Pierre de Mandiargue, pour essayer de convaincre les autres de le lire. Et en dehors des articles que vous avez écrits, ou des essais, vous avez cité Saint-Paul-Roux en tête de votre livre « Soleil des loups ». Et vous l'avez cité en compagnie de Cyrano de Bergerac, de Tristan Corbière et, si je ne me trompe, d'un dictionnaire d'argot. Tous les gens qui ont écrit sur Saint-Paul-Roux ont prononcé le mot baroque. Saint-Paul-Roux, le baroque, aujourd'hui, il me semble que ça s'impose comme formule, et c'est peut-être aussi ce caractère-là qui décourage un peu les lecteurs français qui ne sont pas portés naturellement au baroque. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Saint-Paul-Roux est le poète de la métaphore par-dessus tout, le poète de la métaphore baroque. Et qu'en cela, il se rapproche beaucoup de Cyrano de Bergerac, qui est un des plus grands écrivains français du XVIIe siècle, et qui, lui aussi, a passé dans l'ombre d'une sorte de long oubli, d'où il sort peu à peu, à mesure que des écrivains amoureux et des professeurs intelligents arrivent à le tirer peu à peu de l'ombre. Dans un de mes récits de ce temps-là, l'archéologue, je m'étais amusé à placer 2 épigraphes. Celle-ci de Cyrano de Bergerac,
Il se figure que l'univers est une tarte que l'hiver, ce grand monstre, sucre pour l'avaler, et celle-là de Saint-Paul Roux. Et maintenant la nature m'a l'air d'une négresse en chemise poudrée à frima. La similitude est évidente et bien curieuse. Mais ce n'est pas tout. Saint-Paul Roux et Cyrano de Bergerac se ressemblent en bien des choses qui ne touchent pas tous à l'écriture. Ils se ressemblent aussi par la spéculation scientifique, par exemple. Un aspect qu'on pourrait dire d'inventeur. C'est cela, oui. Ils ont tous les deux eu une espèce de curiosité universelle qui les a portés un peu à la manière d'un Jules Verne qui aurait été poète de surcroît, à inventer littérairement des choses que les hommes ont inventées concrètement beaucoup plus tard et qui sont encore en train d'inventer aujourd'hui. Par exemple, Cyrano de Bergerac et Saint-Paul Roux sont, je crois, les deux seuls génies littéraires du passé qui aient poussé très loin l'étude des fusées. C'est étonnant, mais c'est comme ça, c'est indéniable. Et même pendant la guerre de 1914, on sait aujourd'hui que Saint-Paul Roux avait inventé une sorte de bombe volante, comme il disait, une sorte de fusée, qu'il l'avait proposée au ministère de la Guerre, où évidemment on n'avait pas pris son invention au sérieux. D'abord parce qu'on savait qu'il était un poète, qu'il était même un poète symboliste et ami de Mallarmé, circonstance fort aggravante pour un ministère et surtout pour un ministère belliqueux. Et puis aussi parce que le côté pratique de l'invention avait été négligé par le poète. Il y a une grande idée au fond chez Saint-Paul Roux qui est toujours d'essayer de capter le soleil, de le mettre en cage. Au fond, pour lui, nous sommes dans ce qu'il appelle encore l'âge du fumier. Et grâce au soleil et à l'énergie extraordinaire qui représente ce soleil, qui est une sorte de dieu pour Saint-Paul Roux, nous devrions passer à un âge futur qu'il appelle lui-même l'âge du soleil. Et cela se voit dans, par exemple, l'un des livres posthumes qui ont été publiés par l'éditeur Rougerie et qui est intitulé « Cinéma vivant ». Pour lui, le cinéma, ça n'est pas un art nouveau, un art supplémentaire, c'est simplement le moyen mécanique et magique à la fois d'attirer dans ce monde de la nuit le soleil lui-même. Et il croit beaucoup au cinéma pour agrandir les forces solaires, pour capter le mouvement tout à la fois, donc transformer en quelque sorte notre vie ici-bas. Au fond, ces inédits, qu'ont-ils changé dans la lecture de Saint-Paul Roux? Qu'ont-ils apporté? Ils ont apporté un peu, peut-être moins qu'on ne s'y attendait. Parce que le rapport principal, c'est qu'il m'arrive de les rouvrir en feuilletant et que chaque fois, je tombe sur des images, sur des métaphores admirables, dont chacune est un poète et dont chacune suffirait à mettre Saint-Paul Roux au rang de pas des 3 ou 4 plus grands poètes de la langue française. Parce que nous en sommes là. C'est ce qu'il faudrait tout de même dire au cours d'une émission comme celle-là. C'est que nous ne parlons pas d'un bon poète oublié. Nous parlons de l'un des 3 ou 4 plus grands poètes de la langue française. Est-ce que de ce n'est pas qui est tout à fait à l'égal de pas des plus grands poètes de l'univers. Tout ce que Saint-Paul Roux a écrit est poésie. Les vers sont assez peu nombreux. Ils sont d'allure fort beaux. J'ouvre la main aux berges de mon évangile, aux vagabonds fourbus des routes de douleur. C'est pour vous seuls, gens de misère ou de rapine, que sous le fouet j'irai vers le mont des rachats. Le titre de ces poèmes est Ancienneté. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres poèmes en vers que ceux-là, dont certains reposoirs de la procession. Il y a quelques sonnets. Dans le premier volume, il y a un sonnet sur les cerises, autant que je me rappelle, écrit en vers court, qui est bien joli et qui est d'une forme bien originale.
ciel, treille première du vin de lumière, apothéose de boutons de rose, braise sous la cendre, eau sous bois de framboise, bagaille de fraises, fouillis de cerises, hibou d'esplanade sous matou d'ardoise, jubilé d'archanges, chandelier d'orange pour les anges, blonde semaille dans le champ de monde, essaims d'abeilles qui sont des soleils. Ciel, éventaire de tous les bijoux, caresse sur toutes les joues, pavois pour tous les rois, tiare pour tous les dieux, dôme d'où l'infini déverse les regards de tous ses yeux sur les basses fourmis que nous sommes, les hommes. Ciel des lignes, des formes, des signes, des normes, ô kaléidoscope où s'attire sans lasse, sans cercle, et se quitte, des tas de schémas pour une autre fois se retrouver au gré des mêmes lois, alphabet parmi quoi, pareil au scarabée au bout de son antenne, l'astrologue promène son œil au long bout de sa peine, vire de gestes qui jonglent à travers l'obscur et dont chaque coup d'ongle écrase un météore sur l'azur, ô ciel. De la lune qui jaillit du jour comme un pain sort du four, dis à ce cœur tout neuf sous le lin de ma foi, comme un jaune de coq en la coque de l'œuf, oh dis-moi si, parmi tes hiéroglyphes d'or, je vais trouver l'ardent secret de l'harmonie qui demain chantera sur la lèvre du nid. Le secret que tu quières ne hante ni le zodiaque, ni la courbe du solstice. Il n'est pas dans les astres le trésor futur, il est dans ton cadastre, au sein de la nature. Il n'est donc pas à naître, il fait partie de l'être. Ne cherche pas dans le mystère ce qui se trouve sur la terre. Tous mes foyers ne valent pas le Dieu que, jusqu'ici, nul homme n'aperçoit, car on ne voit jamais ce qui lui près de soi. Rentre donc tes regards en l'écrin de tes yeux. Cherche le Dieu parmi toi-même et la famille humaine. Il est en bas, le Dieu nouveau que tu cherches si haut. Toute la poésie de Saint-Paul Roux, en gros, c'est écrite en prose. Et c'est une admirable prose poétique. C'est peut-être aussi ce qui t'a jeté sur le trace de ce splendide poète. C'est peut-être un peu ce qui m'a poussé aussi dans l'embrassement de ces pages à lui. C'est que nous aimons, nous adorons même la poésie en prose. Oui, et est-ce que la grandeur de Saint-Paul Roux n'est pas cette alliance, presque miraculeuse souvent, entre la métaphore et l'aphorisme? Je parle surtout là des recueils posthumes. Mais les aphorismes, qui sont nombreux et qui partent de cette curiosité scientifique dont nous avons parlé, ces aphorismes sont tous construits et écrits en forme de métaphore. Je crois que Saint-Paul Roux, on devrait plus ou moins conclure cet entretien comme ça, Saint-Paul Roux est le génie métaphorique français par excellence. Plus encore que Mallarmé peut-être, en cela le seul poète du passé qu'on puisse lui comparer est le grand andalou Góngora. Les yeux partis du front des aveugles deviennent des oiseaux. Les petits oiseaux passent encore, allez-vous dire, mais les grands oiseaux, ne voyez en eux que des yeux exorbitamment épars depuis des temps immémoriaux. Quelle force au surplus pourrait empêcher les yeux de grandir une fois dans le libre azur? Roitelet, œil de poupon, mésange, œil de fillette, fauvette, œil de garçon, bengali, œil d'infante, pinson, œil de page, linotte, œil de bohémienne, moineau, œil de gavroche, alouette, œil de pâtre, bergeronnette, œil de lavandière,
ortolan, œil de vicaire, rossignol, œil de poète, hirondelle, œil de bayadère, pivert, œil de pèlerin, chardonneret, œil de troupier, martin pêcheur, œil de matelot, chauve-souris, œil de pierreuse, coucou, œil des cornifleurs, grive, œil d'ivrogne, merle, œil de satirique, sansonnet, œil de contribuable, canard, œil de mendiant, perroquet, œil d'histrion, tourterelle, œil de religieuse, ramier, œil d'amant, colombe, œil de martyr, pie, œil de veuve, corbeau, œil de fossoyeur, hibou, œil d'avare, goéland, œil de corsaire, coq, œil de toréador, poule, œil de ménagère, faisan, œil de gentilhomme, dinde, œil de magistrat, oie, œil de chanoine, héron, œil de cénobite, cygne, œil de patriarche, chat-huant, œil d'astrologue, cormoran, œil de flibustier, cigogne, œil de mage, condor, œil de bandit, vautour, œil de tyran, pan, œil de pape, aigle, œil d'empereur, et tant d'autres. La preuve que voilà bien des yeux ailés. Considérez les nids et les airs. Dirait-on pas des orbites? Ils vont de climat en climat, de pic en pic, de lande en lande, de bosquet en bosquet, de branche en branche, les oiseaux. Et leur repos met sur les choses des yeux. Lorsqu'un oiseau se pose, le roc ou la branche nous voit, et ses regards sont, selon le miroir de notre âme, bellement ou laidement sonores. Aussi faut-il s'efforcer toujours d'avoir une âme claire et de marcher avec d'infinies précautions à travers la vie, car, n'étant plus ceux des fronts humains, les yeux, tombés dans le domaine public, sont devenus les yeux de la nature. Possible explication du Dieu voit tout qui surprenait notre enfance. En effet, Dieu, c'est la fille, le garçon, le riche, le mendiant, celui qui souffre et celui qui jouit, celui qui nous aide et celui qui nous éprouve, celui qui récompense et celui qui châtie. C'est enfin tout le monde à la fois. Ne tuez donc pas les oiseaux. Ne tirez pas sur eux la paupière de la mort. Ne crevez pas les yeux qui volent. N'aveuglez pas Dieu. Les éditions Rougerie ont publié depuis 1970 plusieurs volumes d'inédits de Saint-Paul-Roux, Le Trésor de l'Homme, Cinéma vivant, Vitesse, L'arrêt poétique, Genèse et La transfiguration de la guerre. Nous avons demandé à René Rougerie de nous parler de son travail d'éditeur et de nous parler de Saint-Paul-Roux. Voici son témoignage. Je crois que c'est le rôle d'un petit éditeur, de ne pas se soucier des problèmes commerciaux et d'envisager avant tout celui de la découverte. Ce qui m'intéresse chez Saint-Paul-Roux, c'est cette projection dans l'avenir qui en fait notre présent. Saint-Paul-Roux, dans un des textes que je dois éditer prochainement, dit « Je vis dans 50 ans, je me sens le contemporain de gens à venir, c'est à eux que je parle, c'est pour eux que je pense ». Bon, je pense qu'il est tout à fait normal de mettre actuellement cette œuvre au jour. Et ce que j'aime en Saint-Paul-Roux, c'est, en tant que poète, c'est le libérateur de l'image, c'est cette imagination qui est le thème du Trésor de l'Homme, c'est le langage nouveau qu'il a forgé, c'est ce parallèle que l'on trouve souvent chez lui entre la science et l'art, et je trouve très beau dans un texte que j'ai sous les yeux, qu'il a prononcé à l'occasion du banquet donné pour la Dame à la Faux, qu'il dit qu'à l'époque des victoires de l'électricité, du radium, de l'aéroplane, donc dans un 19e siècle très scientifique, il n'oublie pas la poésie, et au contraire, il fait un parallèle entre le poète et l'homme de science. Il dit le poète donne en spiritualité ce que le savant donne en matérialité. Je crois que ça, c'est un des côtés très intéressants aussi de Saint-Paul-Roux. Est-ce que, au fond, il n'y a pas tout de même un paradoxe maintenant à ce qu'on puisse lire presque uniquement l'œuvre posthume de Saint-Paul-Roux? Au fond, les reposoirs de la procession ne sont accessibles que dans l'édition originale du Mercure de France, La Dame à la Faux également.
Voilà les œuvres qui n'ont jamais été rééditées. Alors est-ce que maintenant, une espèce de seconde tâche ne vous attend pas ? Certainement, mais je pense que le rôle d'un petit éditeur était avant tout d'empêcher que certains textes puissent disparaître, quoi. La Dame à la Faux, Les Reposoirs de la Procession, bon, on les trouve encore dans une bibliothèque, tandis que là, il y avait de simples manuscrits qui pouvaient être perdus d'un jour à l'autre. Alors, j'ai tenu d'abord à sortir cette œuvre inédite et j'ai maintenant le projet, je me suis même engagé à publier dans un avenir très, très rapproché La Dame à la Faux, peut-être d'ailleurs dans une version inédite, et ensuite Les Reposoirs de la Procession. Les inédits parus chez Rougerie nous permettent aujourd'hui de lire Saint-Paul Roux au-delà d'une rhétorique de l'image ou d'une réussite seulement formelle. Ils nous forcent peut-être à le lire autrement. Jean-Pascal Léger. Une espèce de seconde lecture pourrait se faire aujourd'hui, ne s'attachant plus tellement, je crois, au merveilleux de la confrontation d'images, enfin dans l'œuvre de Saint-Paul Roux, mais beaucoup plus à, d'une manière beaucoup plus générale, une réflexion sur le livre, sur une poétique du livre. Et quand je dis livre, je parlerai avec un L majuscule, enfin, si je l'écrirai avec un L majuscule. Je veux dire, on pourrait, je pense, en parlant, vous l'avez fait vous-même, en parlant de l'arrêt poétique, faire référence au projet de grands livres, de grandes œuvres qu'avait rêvé un Mallarmé. En même temps, je crois que cette référence pourrait être plus large qu'à Mallarmé simplement. Ce serait aussi une référence symboliste, enfin à la poésie symboliste. Car, effectivement, à la fin du XIXe siècle, il y a eu tout un ensemble de projets de livres et de rêveries sur des constructions de volumes monumentaux qu'on pouvait envisager à partir de conceptions, d'échafaudages de la poésie symboliste, qui reposent tous sur le même fond qui est une poétique symboliste. Et comment définiriez-vous alors le projet de Saint-Paul Roux ? Ce serait un état de poésie, la poésie régnant, si on veut, sur le monde. Enfin, je veux dire, une poésie portée aux dimensions de l'univers et qui, justement, c'est ça qui m'intéressera le plus, viendra progressivement à déborder en réalité le livre. C'est-à-dire que ce livre, l'arrêt poétique que nous avons en main, désignerait un autre projet de grand livre, et en même temps, ce grand livre, à son tour, on s'apercevrait progressivement que ce n'est plus du tout un livre. Dans un sens, Saint-Paul Roux, au lieu de chercher à progresser, si on veut avancer de manière progressive à l'intérieur du livre, quitte le domaine du livre lui-même. C'est-à-dire qu'il va effectivement envisager le langage sous son aspect le plus physique et toujours selon une conception qui, à mon avis, reste symboliste, mais en le sortant pratiquement du livre. C'est-à-dire que le langage, progressivement, n'est plus envisagé tellement comme écrit, l'écrit étant quelque chose de mort et d'insuffisant, mais comme quelque chose de vivant, de physique, ce qui en même temps peut nous paraître très proche aujourd'hui de réflexions beaucoup plus contemporaines, si on veut, mais qui aussi, selon moi, empêche pratiquement une réalisation de projets réels, maintient toujours les textes dans leur état programmatique. Il y aurait certainement un parallèle à faire avec une insatisfaction profonde de ce qui serait nommé littérature, ou poème littéraire, ou petit poème. Et effectivement, Saint-Paul Roux le dit lui-même quand il dit que le temps n'est plus des sonnets proférés devant la cheminée, des sonnets devant la cheminée, ce qui pourrait être là une allusion presque filiale, si on veut, à Mallarmé qui disait les poèmes devant la cheminée. Mais justement parce que, je pense, le poème était trop bref, trop enclos sur lui-même, le poème murmuré à l'intérieur le soir à l'intérieur de la maison est quelque chose qui n'a à peu à voir finalement avec une rêverie de Saint-Paul Roux qui veut des espaces beaucoup plus vastes. Le temps n'est plus des sonnets contre la cheminée, mais des vallées harmonieuses et des mers déchirantes. Force dont on n'entrevit encore que l'éparpillement sur la surface du globe, notre verbe est une expression seconde, exilée du verbe premier. Mais la seconde retournera au générateur natal dès qu'elle s'organisera, dès enfin que le verbe humain éparpillé
Chaque être, en recelant une parcelle, se constituera en un organisme où tous les receleurs fédéreront leurs parcelles respectives pour se manifester en splendeur dans un élan fait de tous les rythmes vers son indivise synthèse. Alors, devant le Verbe éternel se dressera le Verbe humain susceptible de regagner sa primitive éternité. Jusqu'à l'avènement de ce composé, nous en restons à la période des simples variés de la sonore ou graphique parole, incapable encore de s'élever de sa solitude innombrable vers une force qui ne peut s'allier qu'avec une autre force, sinon égale, du moins pareille. Entre les deux naîtra l'œuvre radieuse. Dominatrice, toujours hors l'expérience, les puissances sourcières de la divination situent le miracle à venir. L'impondérable annulera bien vite son privatif. Sous le coup d'un physique sublime, la terre s'enchantera de métaphysique, vivra l'évolution des évolutions dont les types apparaîtront si nouveaux qu'ils feront tout d'abord croire à quelque formidable mutation. C'est-à-dire que, du point de vue du tout universel, le saut ne sera pas fait par la nature générale, mais qu'il semblera fait du point de vue de la partie terrestre. Toutefois, les variations liminaires s'assagiront en harmonie, l'ordre étant l'œuf du désordre. Dans une sorte d'hermaphrodisme évolueront le solaire terrestre et le terrestre solaire, comme il y a le coq-poule et la poule-coq, selon que l'influence du soleil ou celle de la terre sera plus forte ou plus faible. Physiquement par lui-même et chimiquement par son œuvre matérielle, Dieu sera dans l'homme. Inversement, la créature habitera le Créateur. La science aura cessé sa masturbation de recherche devant l'envahissante fécondation. Il n'y aura plus d'inconnu. La connaissance régnera de par son germe à même la matière lumineuse. Jacques Izoard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Liège, et c'est l'occasion de rappeler que Saint-Paul-Roux, dans les dernières années du XIXe siècle, était en somme à la recherche d'un lieu qui fut vraiment le sien, d'un lieu dans lequel il allait jouer sa vie et défier le destin. Ce lieu devait être finalement la Bretagne, entre les alignements mégalithiques et l'océan, un lieu primitif, mais auparavant il avait passé plusieurs années dans la forêt des Ardennes. Jacques Izoard, est-ce que vous connaissez ce lieu et en quoi il a pu nourrir, selon vous, la méditation de Saint-Paul-Roux ? Oui, eh bien, effectivement, Saint-Paul-Roux a séjourné presque 3 ans ici dans la forêt des Ardennes en 1895, 96 et 97. Et je pense que ce séjour a fortement influencé ses conceptions et sa manière d'écrire. Il appelait l'Ardenne un monde shakespearien de féerie. Et là-bas, il a écrit, bien sûr, La Dame à la Faux, ce chef-d'œuvre méconnu, mais aussi de nombreux textes, Suppliques à la forêt, Messages à la forêt, et Verlaine le pâtre, qui est repris dans Les reposoirs de la procession. Et je pense que dans tous ces textes, il célèbre en quelque sorte le miracle végétal de la forêt d'Ardennes en une langue très ample. Et ce séjour là-bas, je pense, a nourri une partie importante de certains de ces textes. Et il dit d'ailleurs, il situe très exactement, d'ailleurs, dans un de ses textes, justement, dans Verlaine le pâtre, il situe très exactement ce lieu, au cœur de la légendaire forêt des Ardennes luxembourgeoises, en Wallonie. J'habite dans le solitaire Val de Poix, une antique demeure aux épaisses murailles que les gens du pays appellent indifféremment Château d'Arville, parce que plus monumentale que les logis d'alentour, ou bien Maison des Forges, etc. Et il décrit très bien cet endroit qui existe toujours, et la maison des Forges, précisément, où Saint-Paul-Roux a vécu, est toujours debout. C'est dans un endroit toujours très reculé actuellement, entre Poix-Saint-Hubert et Saint-Hubert, sur une espèce de contrefort au bord de la route. C'est une maison majestueuse, et c'est un endroit où je me rends de temps à autre, parce que on peut dire d'une certaine manière que c'est un endroit solaire, tant il y a de majesté dans cette bâtisse énorme qui sert aujourd'hui de colonie de vacances. Jacques Izoard, je n'oublie pas que vous avez consacré il y a plusieurs années un numéro de la revue L'Essai à Saint-Paul-Roux, et je n'oublie surtout pas vos propres poèmes. Est-ce que vous pouvez me dire quel rapport vous entretenez, du point de vue proprement poétique, avec Saint-Paul-Roux ?
Mais je pense que je suis surtout sensible au glissement, ou plutôt à la glissade des mots dans de nombreux textes de Saint-Paul Roux. Et je serai particulièrement sensible à son sens du concret. Je pense qu'il nomme les objets. Il est un des premiers à avoir nommé les objets d'une manière tout à fait transparente, en leur ôtant l'opaque dont ils sont habituellement gavés. Et il y a des notations et des énumérations chez Saint-Paul Roux qui sont tout à fait actuelles, je pense. On trouve déjà chez lui la notion de corps du texte d'une certaine manière, à travers la naïveté primesautière de certains poèmes ou même de certains sonnets qu'il écrivit précisément dans les Ardennes, comme Orphée des Ardennes, écrit en 1897, où il parle des loups d'ivoire agenouillés sur l'herbe. Je pense que tout cela me le rend très proche, et bien avant Ponge, justement, cette attention aux objets lui donne, je pense, une résonance profondément présente aujourd'hui. Karnak et Lagadjar sont des pages lumineuses que le temps n'a pas déchirées. Ces chefs-d'œuvre ont persisté. La science est venue nous apprendre à les lire comme par une énorme méthode braille, en appuyant sur eux le regard de notre émotion. Et ces pierres assemblées nous prennent comme une symphonie, car à les connaître, elles deviennent harmonieuses sous leur dureté. Ces pierres n'étant dures, semble-t-il, à la longue, qu'à force de tendresse accumulée. En vérité, l'une suivant l'autre, ces pierres forment pour moi, solitaire de Lagadjar et leur voisin immédiat depuis un quart de siècle, un clavier gigantesque où la touche noire de l'ombre s'exprime en mineur et la touche blanche de la lumière en majeur, tandis que l'énergie du ciel déploie la gamme des saisons et les arpèges des journées. D'où ces alignements feraient penser à de grandes orgues de la vie, à la merci variable du vent allant du nord-est au suroît, du suet au noroît, à de grandes orgues qui enregistraient pour nos aïeux l'entrée et la sortie du dieu soleil, et qui conseillaient tour à tour aux primitifs le geste des semailles comme aussi le geste de la faux de silex, aiguisé sur le polissoir sacré qui désignait le nord. Symbole d'équilibre et liberté, ces menhirs constituent dans leur ensemble un monument coupolé par le ciel. Voilà le témoignage solennel de cet âge de la lumière où, entre l'homme et la haute nature, s'échange cette alliance faite de l'écliptique anneau des solstices et des équinoxes, au centre vrai duquel anneau triomphait, triomphe encore, et triomphera toujours, au centre de la nuit, le sublime bijou de l'étoile polaire. Ô merveille! Ces premiers hommes captèrent le geste de ce soleil dont nous n'avons pas encore, nous, capté l'énergie, et ces ignorants mirent sur la montagne la plus précise horloge, le plus émouvant calendrier qui soit au monde, et par là firent œuvre d'éternité. Ancêtres, par vous, nous voyons que si les hommes ont changé, le soleil demeure le même. Il se lève toujours au solstice d'hiver et se couche toujours au solstice d'été. Aux deux extrémités de la rangée dressée par vous, voilà des 1000 et des 1000 ans, et votre monument, barbares au génie naissant, persiste de justesse à travers les siècles et les millénaires, car il possède la vie permanente des chefs-d'œuvre, ce qui prouve que les bergers que vous étiez furent aussi d'authentiques poètes. Bernard Noël et François-Xavier Jaujard, l'un et l'autre, comment avez-vous commencé à lire Saint-Paul Roux et dans quel livre, et comment votre lecture peut-être s'est peu à peu modifiée?
Bernard Noël. Moi, j'ai commencé par La Dame à la Faux. Ce qui... Enfin, je ne suis pas sûr que ça motive la suite. Mais c'est possible, parce qu'au fond... Enfin, si j'hésite à répondre comme ça, c'est parce que quand on parle de lecture, enfin, tout est lecture, et que... en particulier l'histoire que l'on peut faire des livres ou des êtres ou des événements est toujours la lecture que le présent fait du passé, pardon. Et qu'on oublie généralement ça. Enfin, que l'histoire et que la littérature, par conséquent, et je me demande si même nos relations aux autres vivants ne sont pas du même ordre. François-Xavier Jaujard. Non, moi j'avais simplement rencontré le petit livre Ancienneté, suivi d'un choix des reposoirs, qu'avait publié Pierre Léris dans sa collection Le Don des langues, aussitôt après la guerre, comme un hommage à Saint-Paul Roux qui venait de mourir. Et c'était tout. Je n'ai pas eu accès au reposoir. J'ai tout de même, en 1966, eu une plus vaste entrevision de Saint-Paul Roux à travers l'anthologie d'Alain Jouffroy. Oui, dans la collection Les plus belles pages au Mercure de France. Et en repensant à la première question de Gérard Massé, qui était, par quoi avez-vous commencé à lire Saint-Paul Roux, j'ai répondu La Dame à la Faux. Mais La Dame à la Faux s'inscrit quand même, peut-être ce à quoi je ne pensais pas, mais auquel je repense, dans une suite très précise, qui est le théâtre de Villiers-l'Isle-Adam. Enfin, je pense que j'ai dû le lire. Suite à Axel. Suite à Axel. Et qui a un rapport, en effet... donc ça n'est pas simple, c'est probablement une lecture du futur, mais une lecture du futur qui entraîne un pan du passé. Et au fond, ce qui est intéressant dans ce système de lecture, c'est que, bizarrement, on dirait qu'il y a dans le passé des réserves de futur, qui tout à coup se mettent en branle. Et enfin, cela en étant un exemple. Oui, c'est tout à fait vrai à propos de Saint-Paul Roux, et on pourrait rappeler que sa vie est exactement partagée entre un siècle et l'autre, et que, d'autre part, dans son écriture même, on retrouve souvent un certain goût de l'archaïsme et également du néologisme, comme si Saint-Paul Roux voulait avoir un pied dans un passé immense et un futur qu'il voudrait préparer. Et oui, c'est quand il dit il y a eu la préhistoire et il y aura demain la post-histoire, et l'histoire n'existe pas. C'est cela. D'un côté, il est rivé, il a ses racines profondes dans l'immémorial lointain, celtique pourrait-on dire, mais aussi marseillais par certains côtés. Et puis d'autre part, il tend vers le futur, et c'est un des hommes qui a le plus pensé au futur. Enfin, il disait par exemple que la devise du poète ne pouvait être autre chose que l'unique mot resté vraiment français dans le premier serment classique du IXe siècle, c'est-à-dire en avant. C'est un homme qui a été toujours tourné vers l'avenir. Oui, et dans plusieurs sens, au fond, puisqu'il l'a été poétiquement, il l'a été, j'allais dire, géographiquement, dans la mesure où il est allé se poster pour vivre dans la solitude à l'extrême pointe de notre monde, puisqu'il était au bout de la Bretagne, c'est-à-dire le bord de l'Occident, comme si là allait surgir quelque chose d'autre. Il l'a été aussi de façon, j'allais dire, beaucoup plus pratique. Enfin, il me semble que Saint-Paul Roux n'a cessé, pendant son long exil volontaire en Bretagne, d'être attiré par une sorte de spéculation scientifique. On retrouve dans ses papiers, par exemple, de nombreuses notes prises dans des articles scientifiques du Mercure de France. On retrouve aussi un compte-rendu d'une conférence sur les mathématiques par Poincaré. On peut se rappeler aussi son rapport à Einstein et la supplique qu'il lui a adressée, qui d'ailleurs était liée à autre chose, c'est-à-dire au début du nazisme et à la situation des Juifs en Allemagne. Donc il a essayé d'envisager le futur sous toutes ses formes. Il me semble que chez Saint-Paul Roux, rien n'est séparable. Son rapport à la science est assez exceptionnel, parce que beaucoup de poètes se défient de la science. Et lui avait une espèce d'extrême confiance. Simplement, il disait que les poètes trouvent et que les scientifiques vérifient. Il avait envisagé un moment un drame sur Pasteur. Il a envisagé un drame aussi sur les funérailles du Soleil. Le Soleil est au centre de l'univers de Saint-Paul Roux, et toutes ses préoccupations, appelons-les scientifiques, prennent en compte le Soleil. D'ailleurs, le futur, dont on parlait tout à l'heure, qu'il appelait la post-histoire, il l'appelait aussi l'âge du Soleil. Et la post-histoire, est-ce qu'il la définit plus précisément? Non, il disait que nous étions en quelque sorte la rouille de l'âge d'or. Autrement dit, qu'il y avait eu un passé. Et que
l'histoire dans laquelle nous étions était une espèce de malédiction et de déréliction momentanée, et que l'homme allait se dépasser. Je crois que toute l'œuvre de Saint-Paul Roux est une œuvre absolument transcendantale, qui ne se satisfait pas de l'ici et du maintenant, et qui veut dépasser. Alors, on pourrait faire de savants et détaillés parallèles avec la conception nietzschéenne. Est-ce qu'on peut imaginer que le départ pour la Bretagne, et donc le fait de se mettre en situation d'extrémité, oui, se situe là? Oui. Oui. Oui, certainement. Il avait un rapport très singulier avec sa solitude. Il disait que la solitude, c'était la multiplication de soi-même. Et je crois que sa conception de l'homme futur, c'était un homme qui ne soit pas entravé par, je dirais, le poids de la pensée ou la pesanteur de la conscience. Je crois qu'au-delà de son œuvre poétique, ce qu'il y a de plus moderne, de plus miraculeux chez Saint-Paul Roux, c'est cette espèce de grande tentation, d'immense désir de libérer la pensée, et de la libérer de la façon suivante. C'est que, pour lui, le grand mouvement général des choses, c'était que tout ce qui est spirituel devait se concrétiser. Tout ce qui était abstrait devait s'incarner. Et donc, il n'y a pas de fiction ou d'utopie que l'homme rêve qui ne puisse devenir réalité. Par exemple, dans son livre Cinéma vivant, il imagine que le monde d'image se mêlera avec le monde de la réalité, que nous aurons des doubles. Des triples même. Il dit par exemple, pour définir cette ère des doubles, on se déléguera, on enverra sa pensée sous une forme adéquate, on va vivre l'artifice. Autrement dit, il ne se laisse pas inquiéter par le côté mécanique. Non, mais alors ce qui est étrange par rapport à ce que vous dites, c'est que ce qui empêche peut-être qu'on le lise, c'est ce côté artificiel que les contemporains peuvent trouver à Saint-Paul Roux. Or, ce qui fait que, en même temps qu'on a envie de le lire, c'est qu'un... je ne sais pas comment dire ça... c'est que on a l'impression que la langue échappe au langage, si je peux dire. Si je considérais le langage comme la chose utile, enfin relationnelle, etc., tout à coup la langue délire par rapport à cette infrastructure, et elle s'en va comme ça. Oui, d'ailleurs il disait qu'il fallait se délivrer de tous les poids, et dans ces poids, il comprenait le poids du livre. Il fallait qu'il y ait à la fin quelque chose en somme d'immatériel. Ce qui m'a que intrigué. Le livre se détruise lui-même à force d'avancer, et il rêvait la même chose à propos des machines. C'est-à-dire qu'il fallait que les machines produisent le rêve, et il avait créé un néologisme à ce propos. Il disait qu'il fallait que les machines sans rêve, c'est-à-dire perdent leur matérialité et finissent par se détruire après nous avoir donné la vraie vie, l'âge du soleil, etc. Ce qu'il appelait l'idéo-réalisateur, qui a l'air d'un mot bien barbare, mais qui est une chose qui très belle. En fait, c'est la première machine désirante qu'il voulait. L'idéo-réalisateur, et qui désignait le cinématographe. Le temps de l'affiche, dont relève l'actuel cinéma, va cesser. Lassé de voir sur le mur, l'homme veut passer derrière pour connaître l'image qu'il a vue de face. Pour ne pas le désabuser, la science, le savant, devra donc apporter un pendant à sa curiosité et la satisfaire. L'homme veut tourner autour, admirer, toucher, connaître totalement ce que jusqu'ici on ne lui a permis de voir que surfacialement. L'image devient donc relief, équivalente à l'homme qui la contourne. Or cette image parlante, chantante, riante, pleurante, aimante, haïssante par les traits, il faudra bien signifier son âme par des expressions synthétiques qui créeront cette âme, parce qu'elles nous sembleront émaner d'elle. Ces paroles et ces gestes conjugués, émanés, formuleront la vie du personnage manifesté. Fort bien, mais comment créer ces êtres images et les jeter dans l'espace et le temps? Ceci est l'affaire de la science qui succède à l'imagination. Comment? Ceci sans doute. Cela peut-être. S'orientera-t-on? Sera-ce le corpusculaire? Je crois qu'il faudra capter l'énergie solaire sans laquelle le monde n'est rien. On retournera au soleil. Notre double
étant solaire, on sera dans le soleil. Nos doubles seront nos maîtres. Ils iront jusqu'à Dieu, et par eux, où nous aurons glissé notre moi, nous parlerons à Dieu. Nous le verrons, et il nous parlera sous la forme empruntée d'une bande de lions, de Bételgeuse, de l'Himalaya et du cyclone, et par le double, nous lui enverrons un baiser, comme nous venions de l'envoyer à notre maîtresse qui rêve là-haut, parmi les fleurs de sa fenêtre. Est-ce qu'il n'a pas essayé de créer cette machine à travers le... Je pense à ce poème qui était, je crois, dans le numéro 1 du Grand Jeu, cette espèce de cantate. Est-ce que ça n'a jamais été interprété? Ah, vous voulez dire la synthèse légendaire oui. des Parce pêcheurs. qu'on a l'impression qu'il voulait, enfin, d'une espèce de machine vocale, physique, je ne sais, enfin, à oui. laquelle le texte sert de prétexte. Il l'a réalisé puisque ça a été exécuté même face à la mer en 1926 ou 1927, à une année près, je ne me souviens plus. Il y avait 250 exécutants, chacun avait une partition d'un texte. C'était donc à la fois parlé, musical, accompagné par les éléments naturels. Et c'est lui qui le mettait en scène. Oui. Il était en somme le... Comment dire cela? Le chef d'orchestre. C'est cela. Oui, mais quelque part, il parle de l'homme plusieurs. Bien, je crois que c'est cela. Il voulait un interprète qui soit un corps avec 100 voix, 100 et quelques voix. Je vis dans 50 ans. Ma solitude s'expliquerait ainsi. Mes idées me devançant, il me semble vivre au milieu d'êtres pas encore nés. J'habite donc une époque pas ouverte encore, et je ne me complais qu'en elle. Cela dit en toute ingénuité, ma solitude en prouve la sincérité, car qui me forcerait à vivre ainsi loin des gens de cette époque? En vérité, je me sens le contemporain de gens à venir. C'est à eux que je parle. C'est pour eux que je pense. Ils ne sont pas encore vivants, je ne suis pas encore mort. Eux et moi, nous sommes à naître. Ils me mettront au monde et je leur servirai de père. La fréquentation de mes contemporains m'est pénible. Je m'y sens maladroit. Je m'étudie pour revenir en arrière et bafouille. Loin de moi la misanthropie, et j'adore les femmes, les jeunes, car sous mon amas d'années, je bénéficie d'une jeunesse incomparable, un Edelweiss sous la neige. Je ne me plais qu'avec les enfants, comme si j'étais des leurs. Je ne recherche aucunement les hommes et les joies de ce temps, mais je me sens attiré par la multitude future. Un désir secret me projette dans l'avenir. Je me vois vivre plus tard. Si j'ai de l'orgueil, mon orgueil est... Ma solitude est une absence de la terre. Ma solitude est une présence invisible, présence lointaine. Je puis me tromper. Mon erreur, j'ai comme horreur du retard. Je ne tiens pas à la gloire présente. À part quelques mesquineries obligatoires, je fais tout pour être méconnu. Sans doute dans cet étrange d'être connu plus tard. J'ai comme une peur farouche de la gloire.